invité va conclure cette journée de talk sur une thématique captivante qui est que raconte la mode à la jeunesse d'aujourd'hui. À cette occasion, nous recevons en direct deux élèves de l'école Moda, Victoire, Margot et Alexane, la directrice de la communication de la Fédération française du prêt-à-porter. Bon, rapidement, je suis Margot, pigiste pour le magazine Esquif qui est partenaire de Business. Et voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aller dans les questions qui répondent à cette thématique, j'aimerais qu'on prenne juste le temps, que chacun puisse se présenter. J'aimerais commencer avec Alexane avant de me diriger vers les étudiantes. Comme je le disais à l'instant, qui est la directrice communication de la Fédération française du prêt-à-porter. J'aimerais qu'Alexane, tu puisses te présenter à titre personnel, ton parcours, comment tu es arrivée à ce poste, et qu'ensuite tu puisses un petit peu nous définir et nous raconter avec tes mots, parce que la Fédération, je pense qu'ici tout le monde a entendu parler de cette institution, mais ce serait intéressant de savoir en fait qu'est-ce que c'est concrètement, quelles sont les missions de la Fédération et comment on en distingue avec la Fédération de la haute couture. Voilà, Alexane, c'est à toi. Dis-nous tout. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais raconter mon parcours brièvement, mais j'ai toujours travaillé dans la communication, tout d'abord dans le luxe, en Suisse même, il y a très longtemps, et puis je suis revenue à Paris, j'ai monté mon agence de communication. J'ai beaucoup travaillé pour des marques, DNVB notamment, et puis je suis arrivée à la Fédération il y a environ 1 an et demi. Et comment j'ai été recrutée en grande partie pour mon profil entrepreneuriat. Vous verrez pourquoi, parce que je vais vous parler de la fédération et ce qu'on y fait. Voilà, donc ça fait 1 an et demi que je suis là et on continue parce que la fédération, c'est une organisation professionnelle donc, qui a été créée en 1929, donc 95 ans l'année passée. Autant vous dire que ses objectifs et ses missions ont bien évolué depuis ce temps-là. Mais actuellement, en tout cas, c'est toujours une organisation professionnelle qui a pour but de soutenir les marques françaises en France et à l'international. Et en fait, on le fait de différentes manières, notamment en créant un cadre législatif et réglementaire favorable à leur croissance. Notre but, c'est que ce secteur se porte bien. On va aussi soutenir le développement commercial, la transformation digitale et la responsabilité sociétale, enfin toutes les thématiques qui incombent aux marques françaises. Voilà ce que fait la fédération. Et comment vous approchez les marques qui sont membres de cette fédération? Alors on les approche en communiquant essentiellement. Alors bien sûr on les appelle pour leur rappeler ce qu'on fait au quotidien. Mais on est attractif, je pense, par nos outils, tous les outils qu'on met en place. Donc on met aussi bien en place des programmes que des guides, que des éditions qu'on a mis dans les mains qui s'appellent Flair, s'emparer des enjeux mode de demain. Notre secteur aujourd'hui il a besoin de voir quelles sont les évolutions et les possibilités de demain. Donc est-ce qu'on travaille dans ce genre d'édition? C'est disponible en ligne sur le site internet et c'est gratuit. Je vous invite vraiment à aller diguer dedans, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur plein de sujets, la data, la RSE, l'export. Voilà, on va mettre en place des guides, notamment j'y reviendrai après, un guide sur la diversité et l'inclusion dans la mode, qui est une thématique forte de la FED, que je porte notamment et voilà, qui me tient à cœur. Donc ce guide voilà, présente toute la diversité et l'inclusion dans la mode possible, sous différents piliers, et là encore j'y reviendrai. Voilà, des actions, des programmes de soutien selon les problématiques, qu'elles soient digitales, export, tout simplement pour conseiller et accélérer ces marques. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter en 2025 pour la fédération? Est-ce qu'il y a une actualité qu'on va mettre en avant? Qu'est-ce qu'on peut vraiment souhaiter? Alors les actualités, on en a plein, beaucoup. Notamment, on met en place là, une demi-journée pour l'IA dans la mode. Donc, on fait venir toutes les marques de mode françaises pour parler de ce sujet-là, qui est un sujet à débat et à question pour pas mal d'entre nous. Donc ça, c'est un des sujets phares de cette année. On continue tout ce qu'on a mené. On va ouvrir l'export au Moyen-Orient notamment, mais sur une thématique qui va aussi là, nous
le concentré de toutes les classes. On continue j'ai envie de dire le combat, en tout cas le sujet de la diversité et de l'inclusion dans la mode, parce qu'il a été pris par plusieurs marques déjà et des institutions, mais pas encore assez. Et voilà, et ce sujet-là, dont je vais, voilà, on va creuser après, mais est vraiment le sujet de la fédération cette année. Mais il y en a d'autres. J'imagine. Et juste pour fermer la parenthèse sur la fédération, on est d'accord qu'il y a la même institution qui existe pour les marques de couture, mais du coup, il n'y a absolument pas, vous n'êtes pas en lien quotidiennement, vous êtes vraiment focus sur les marques de prêt-à-porter. Oui. Alors on se connaît avec la Fédération de la haute couture et de la mode, la FHM, que peut-être certains d'entre vous connaissent. On se connaît, on se côtoie et voilà, mais effectivement ce sont deux fédérations différentes, on ne fait pas les mêmes choses. Alors, on a tous à cœur à ce que le secteur se porte bien, mais on va dire que la FHM le fait, déjà les marques qui représentent sont plutôt des maisons de mode. Donc là on va parler de Chanel, Louis Vuitton, Saint-Laurent, et puis eux ils ont la force d'être connus aussi pour le label Paris Fashion Week qu'ils détiennent, et ils organisent la Paris Fashion Week. Voilà, donc ils sont très connus et de manière internationale pour cette raison aussi. Nous on n'est pas sur la Paris Fashion Week, on fait quelque chose, donc on a un périmètre d'action qui est assez différent, mais on fait partie de l'écosystème des fédérations et des institutions pour la mode. Très bien. Merci beaucoup Alexandre pour cette présentation et d'avoir pris le temps de réexpliquer d'une façon très précise la différence entre ces deux institutions dont on entend beaucoup parler. Ce n'est pas forcément évident de bien cerner concrètement ce qu'elles font. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais passer à la présentation des deux étudiantes de l'école Moda qu'on a la joie de recevoir aujourd'hui, Margot et Victoire. Je vais demander à chacune d'entre vous de vous présenter, pareil, de nous dire quelques mots sur votre parcours, comment vous avez atterri à l'école Modart, pourquoi Modart, en quelle classe vous êtes, si je puis dire, en master, il me semble, et vous allez un petit peu détailler tout ça parce qu'il y a plusieurs masters chez Modart, et nous parler un petit peu aussi de vos actualités en cours et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025. Bonjour, moi c'est Margot, je viens du sud de la France et j'ai commencé mes études en direction artistique, mais plutôt dans le design graphique. Et je suis revenue à mes amours après avoir eu mon master en commençant à l'école de mode. J'ai pas mal voyagé, j'ai commencé en France, ensuite en Espagne, et j'ai voulu faire mon bachelor en design de mode en Italie, parce que pour moi il y avait un rapport au savoir-faire qui était assez intéressant. Et après avoir fini mon bachelor, forcément pour trouver des stages, pour continuer, pour se professionnaliser, il faut passer par l'étape de master, alternance, etc. Donc je trouve Modart à Paris parce que pour faire de la mode, on a envie de passer aussi par la case Paris. Et je trouve Modart honnêtement un peu par hasard. Et mes premiers rapports en fait au moment d'inscription sont avec le corps qui s'en charge. Donc je savais tout de suite en confiance et puis j'ai commencé ma première année. C'est très très bien passé et je continue ça. C'est quoi l'intitulé de ton master? C'est un master en direction artistique, fashion design et management du luxe, si je peux le résumer comme ça. Et où est-ce qu'on peut suivre ton travail? Je suppose que tu dois produire des collections ou pas forcément, c'est en cours. Oui, j'ai eu ma collection bachelor qui est sortie sur les réseaux. Pour l'instant, je reste privée, mais peut-être un jour, j'aurai un nom un peu plus. Très bien, affaire à suivre. Merci beaucoup Margot. À toi Victoire. Bonjour à tous, moi je m'appelle Victoire. Je suis actuellement étudiante à Modart International en M1 de Digital Fashion Designer. En fait, ça comprend toute la modélisation 3D, l'intelligence artificielle et tout le design graphique qui s'ensuit. Avant ça, j'ai été diplômée de la même école d'un bachelor de stylisme modélisme. Et auparavant, j'ai fait une petite année à la Sorbonne en art plastique qui fut très sympa, mais j'ai préféré me tourner vers la mode plus que l'art en général. Très bien. Merci beaucoup Victoire. Alors je tiens à souligner pour les personnes qui suivent ici aujourd'hui, on va projeter au fur et à mesure de notre conversation des visuels sur les écrans qu'il y a dans la salle. Et vous avez très gentiment partagé des visuels de votre travail
acheté un œil sur les écrans. Super, on va pouvoir rentrer maintenant dans le vif du sujet. Nous avons scindé cette conversation en 3 cycles thématiques, si je peux dire. Le premier, c'est une thématique qu'on est obligé d'aborder, parce qu'elle est extrêmement d'actualité, c'est tout ce qui concerne l'upcycling, c'est un anglicisme qui incarne tout ce qui est le marché de la seconde main. Alors la première question, donc là je m'adresse à vous toutes, c'est comment les marques de prêt-à-porter, selon vous, peuvent-elles répondre aux attentes des jeunes générations en matière de pratiques éco-responsables? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, je pense que les marques de mode françaises, pour répondre à cette jeunesse, je dirais qu'avant tout, il faut, je pense, les regarder, les écouter, plutôt que de vouloir à tout prix leur parler sans savoir à qui on s'adresse. Donc ça paraît peut-être basique, mais voilà, c'est une jeunesse qui a des codes différents, qui a énormément à dire. Voilà, de ce que moi j'en vois, du haut de ma fédération avec mes collaborateurs, c'est une jeunesse qui prône je vous regarde mesdemoiselles, mesdames, qui prône qui est un peu, pour moi, qui a un radar à washing, dans toutes les couleurs qu'on pourrait mettre, tous les mots qu'on pourrait mettre devant ce mot washing. Donc on ne peut pas, désolé pour les anglicismes, mais on ne peut pas les bullshiter, si je peux me permettre, et je pense qu'il faut prendre la transparence et l'authenticité, et surtout leur dire, avec des vraies valeurs portées intrinsèquement dans un projet de marque, leur dire vraiment ce qu'on pense pour les toucher, et qu'elles deviennent, voilà, potentiellement en tout cas, des acheteurs, en tout cas, qu'elles se réfèrent à cette marque. Voilà, je dirais transparence, authenticité, et surtout, soyez, marque française, soyez vraie, véritable. Effectivement, moi j'aurais dit honnêteté. Donc on est sur la même ligne. Aujourd'hui, on voit l'écologie à toutes les sauces, et en fait, nous on a envie de vrai. Donc on n'a pas, en tout cas, je parle pour moi, je n'ai pas besoin que la marque soit la plus verte à 100%. Mais par contre, si déjà sur certaines missions, elle arrive à se rendre un petit peu plus verte, à respecter un petit peu plus les enjeux d'aujourd'hui, c'est déjà bien, et on ne demande pas la lune tout de suite. Mais des petits efforts, pour moi en tout cas, c'est ce que j'attends. Tout à fait, et je pense aussi, pour rejoindre vos deux pensées, on a besoin de transparence parce qu'on a besoin de s'identifier à quelque chose. C'est hyper important. Chacun prône des valeurs différentes. Comme disait Margot, on ne veut pas forcément du 100% tout de suite. On est au courant des enjeux. Et je pense que bien plus peut-être que certaines générations, et c'est pour ça que c'est une valeur qui nous porte. Après, c'est vrai que les différentes marques vont se tourner vers des valeurs plus prononcées que d'autres. Et après, chaque personne choisit une marque en fonction de ça. Mais on a besoin de s'identifier à quelque chose. Et la transparence, l'authenticité, c'est hyper important aujourd'hui en tout cas. Et vous, en tant qu'étudiante, lorsque vous construisez des collections, est-ce que vous mettez à tout prix cette valeur en avant, ou pas tant que ça finalement? Je pense qu'on essaye au maximum. Après, il y a aussi, en tant qu'étudiante, en tout cas, l'enjeu du coût, par exemple, en créant une collection. Donc c'est vrai qu'on va souvent aller se sourcer au niveau des dead stocks, des magasins d'usine qui proposent des rouleaux en fin de série. Après, ce qu'il faut savoir quand on fait de l'upcycling, on ne va pas avoir la même créativité parce qu'on ne va pas avoir le même enjeu à la base. On va d'abord partir d'un vêtement ou de partir d'une idée. Et c'est vrai que soit on a une créativité qui est débordante, et ça marche très bien, mais on a déjà des contraintes si on se base uniquement sur l'upcycling. Tout à fait. Justement, même si heureusement il y a quand même une évolution notable, est-ce que vous pensez que les jeunes privilégient vraiment l'upcycling et l'éco-responsabilité, ou quand même la fast fashion? On en parlait un petit peu tout à l'heure, Margot, avant de démarrer le talk, malheureusement fait encore partie des pratiques à la fois chez les créateurs et chez les consommateurs. Eh bien, par exemple, moi je rentre aussi dans la case upcycling l'utilisation des dead stocks. Pour ma collection de bachelor, j'étais allée à Biel chercher mes tissus
dans des choses qui existaient déjà. Donc là, on a une créativité qui peut justement avoir un petit regard. Et à ce moment-là, je trouve que c'est déjà une très bonne solution. Pour nous, jeunes créateurs, le desktop, c'est une fontaine de journaux parce qu'on a mis à disposition à des prix qui sont encore raisonnables. Donc on peut allier coût écologique d'une certaine manière. Après, effectivement, le but c'est d'aider le plus loin possible, de créer des nouveaux tissus, etc. Mais ça, on va avoir besoin de finances finalement. Et la fast fashion, malheureusement, je pense que les gens qui ont ému quand on aura à faire des tests à 1 euro, on aura un problème entre guillemets parce que d'un côté, on a le petit ange qui veut acheter plus de l'éco-responsable et le petit diable qui dit oui, mais là, pour la soirée, ça va être super, ça va être test, donc si je ferme les yeux. Et je pense qu'on a tous sensibilisé toute génération confondue. On est dans une société qui aujourd'hui a L'ambivalence. Ouais. Après, pour revenir sur ce que dit Margot, et je pense que c'est aussi un point qu'on évoquera plus tard, en fait, la surconsommation, elle est aussi nourrie des écrans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit sur TikTok des filles qui font des unboxings de 500 pièces sur Shein, même des filles qui commentent avec des codes promo, alors que déjà c'est des vêtements qui coûtent 50 centimes, je pense que c'est quelque chose qui n'aide pas. Moi, personnellement, je pense que c'est pareil pour Margot, j'ai jamais manqué de rien, mais j'ai jamais été élevée dans cette surconsommation, par exemple au niveau des vêtements, alors que j'ai l'impression que les jeunes générations qui arrivent, malgré tout ce qu'on essaye de mettre en place sur l'éco-responsabilité, etc., vont être moins concernés, dû à ces réseaux et dû en fait à cette surinformation totale. Ça m'étonne pas, c'est d'ailleurs assez passionnant ce sujet des réseaux sociaux. On y reviendra un petit peu plus tard pour clôturer l'échange. Et du coup, une fois qu'on a dit tout ça, selon vous, comment les marques de prêt-à-porter devraient ou peuvent-elles communiquer sur leur engagement éco-responsable? Je disais à l'instant, je parlais de washing. C'est très facile en postant quelques jolies photos qu'on s'engage concrètement, mais finalement, comment doit-on communiquer de façon la plus authentique possible, selon vous, en tant que créateur ou marque de prêt-à-porter? Je pense, premièrement, la première pensée qui me vient, par exemple, c'est ça fait avec des labels, parce que c'est des choses qui sont vérifiables. Ensuite, après, tout ce qui est étiquette de composition, etc. Mais déjà, si on fait une communication qui est éco-responsable, c'est de la transparence, en fait, on y revient. Parce qu'aujourd'hui, surtout notre génération, on a les capacités de vérifier très facilement et très rapidement, comme vous le disiez, on est des radars, quoi. Donc, voilà. Oui, et puis je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de surcommunication non plus de l'aspect écologique. Rester discret, c'est comme ça qu'on remarquera aussi, j'ai envie de dire, les labels, les étiquettes de compétition, ça suffit. Un petit post sur Instagram de temps en temps, mais voilà, pour moi, il n'y a pas besoin non plus de trop en faire à ce sujet-là. En tout cas, moi j'ajouterais quand même que la communication ne suffira pas. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, se dire par ces images, par ces posts ou ces coms, qu'elles soient sur les réseaux sociaux ou ailleurs, qu'on est une marque green, si on ne l'est pas, ça transparaît, ça se voit, ils le voient, même nous on le voit, les moins jeunes, jeunes encore, mais moins jeunes. Donc voilà, il faut vraiment que les valeurs elles soient intrinsèques à la marque, comme je le disais tout à l'heure. Il faut que ça parte des valeurs de la fondatrice et du fondateur et que ce soit ça se répercute sur toute la chaîne de valeur de la marque, l'approvisionnement, les ressources internes, le produit et jusqu'à la communication. La communication, c'est le dernier maillon de la chaîne qui, encore une fois, si c'est le seul qui est exploité, ça peut fonctionner sur une vente, mais ça ne fonctionnera pas sur du long terme. Comme on a vocation à ce que ce soit pérenne, les business, en tout cas les marques, c'est vraiment une recommandation que je fais. Mais c'est aussi pour ça que la fédération est là, pour accompagner au changement. Et c'est ok de se dire qu'aujourd'hui on ne sait pas comment faire et on ne sait pas par où prendre le sujet. Voilà, la
appelez-nous en tout cas, et puis on vous aiguille, on vous dit comment faire, mais on commence par la base pour que tout ça soit authentique et un socle véritable, encore une fois. Tout à fait. Merci beaucoup, Alexandre. Alors maintenant, on va aborder un nouveau chapitre qui a toute son importance, qui suscite le débat, qui concerne l'inclusivité et la diversité. Alors, selon vous, c'est une question un petit peu large, mais vous avez vraiment carte blanche pour répondre avec vos mots et les angles qui vous viennent en premier. La mode française, selon vous, peut-elle réellement refléter la diversité des jeunes générations, en termes par exemple de genre, de morphologie, d'origine? Qu'est-ce que ça vous évoque? Je pense que tout est possible, tout est réalisable et surtout tout est voulu. Donc aujourd'hui, on sent de plus en plus cette volonté d'inclure et d'accepter tout le monde. Il y a un mouvement multipositif qui est super et qui a besoin d'être. Et dans les faits, on a besoin que ça soit représenté aussi, parce que c'est très bien de dire qu'il faut accepter son corps, etc. Par contre, aujourd'hui, dans des boutiques premium, même moyenne gamme, tout s'arrête en 42, 44 et tout n'est pas coupé pour n'importe quel corps. Et je pense qu'il faut vraiment aller s'améliorer à ce niveau-là. Peut-être pas amplifier l'offre de taille, mais trouver des solutions dans l'adaptation du vêtement à tous les corps qui puissent évoluer et justement créer une sorte de nouvelle norme du vêtement ajustable. Même si en surface, il y a eu beaucoup de progrès en surface, quand on creuse un petit peu, on revient à ce fameux washing. C'est assez fréquent sur les campagnes, même si on voit plus de diversité qu'il y a quelques années. Quand on gratte un peu, ça reste quand même assez réfractaire. En effet, c'est un sujet, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, Margot, parce que tu parles de ce qu'on appelle le plus size. Aujourd'hui, effectivement, il y a des marques qui font déjà, depuis le début, qui le font bien. Je pense à Make My Lemonade, je pense à Best Range, et il y en a tant d'autres, et désolé de ne pas toutes les citer, mais c'est encore loin d'être la majorité. Et aujourd'hui, en effet, dans la plupart des marques, comme tu le disais, de Royal Gang, la plupart des marques, les tailles s'arrêtent au 44. Donc on fait comment quand on fait plus de 44? Malheureusement, les seuls qui le proposent aujourd'hui sont hormis celles que je viens de citer, mais qui n'ont pas les moyens de communication des autres, c'est l'ultra fast fashion. Donc on va aller vers du Shein et du Temu parce que ils ont bien mis la promotion 50 fois devant mes yeux et eux, ils nous racontent déjà. Ça, c'est très important à dire aux marques françaises. C'est des parts de marché qui s'envolent parce que les Shein et les Temu sont déjà des pas français, mais surtout ils sont. Et en plus, ils font mal la mode et il y aurait tant à dire encore une fois sur eux. Je vais juste donner un chiffre qui est un chiffre quand même assez important. 25% des Françaises font du 46 et plus. Donc, c'est un chiffre de l'IFTH, du baromètre IFTH. Donc, IFTH, c'est l'industrie de textile et habillement, français du textile et de l'habillement. Donc 25% des Françaises, c'est un quart des parts de marché qui ne trouvent pas satisfaction en France ou alors à toute petite échelle et qui donc s'en vont vers des marques ultra fast fashion comme on les connaît. Et ça, c'est un vrai enjeu, c'est un vrai chiffre et un argument de poids que nous, on développe auprès des marques pour qu'elles en prennent conscience et que s'il n'y a pas attention, je reste sur l'authenticité de tout à l'heure et ça doit être intrinsèque aux valeurs du fondateur, mais en tout cas, économiquement, il y a aussi des parts de marché à prendre. Donc il faut aussi, si certains sont sensibles par l'approche et le sujet, valeur et émotion et authenticité, d'autres le seront peut-être plus par l'économie. En tout cas, c'est un chiffre qui est réel et voilà, sachez-le. Merci de nous avoir partagé ce chiffre qui est assez surprenant, je n'avais jamais entendu. C'est un quart, ça paraît énorme. Merci beaucoup, Alexandre. Est-ce que Victoire, tu veux ajouter quelque chose sur cette question? C'est juste, si on a 25% de ces femmes qui ne trouvent pas d'endroit où s'habiller ou de marque, enfin, il y a un réel enjeu économique, comme vous venez de le dire, mais pourquoi du coup les marques, quelle est la contrainte pour ces marques de ne pas se développer à des tailles plus grandes? Alors, déjà, il faut le connaître, ce chiffre, et c'est aussi un des rôles de la fédération de sensibiliser, et c'est ce qu'on fait là, et c'est ce qu'on fait au quotidien à travers nos programmes et nos outils. Il faut le savoir. Deuxièmement, on a bien conscience de ces enjeux-là, il y a une réalité économique, financière. Aujourd'hui,
donc, les écoles de mode notamment, mais bon, il me semble que j'ai pas fait école de mode, mais les patronnages c'est taille 36, la taille de référence. Donc on sait faire on sait sizer jusqu'au 42, et au-delà de ça, on parle de gradation et on parle d'enjeux techniques qui sont différents. Donc ça c'est déjà pas a priori, mais ça va venir, mais c'est pas encore appris dans les écoles. Donc il faut former les modélistes, donc c'est un coût. Puis ensuite, c'est plus de textile, c'est plus, en fait, c'est de ce que c'est tout un nouvel enjeu, une nouvelle façon de penser et de fabriquer qui doivent être mises en place, qui ont un coût. Et aujourd'hui, pour une marque, qu'elle soit émergente, plus installée, eh ben, c'est un coût de plus. Donc on le sait, hein, beaucoup de marques veulent s'emparer du sujet, mais ils me disent, mais on commence par quoi, on fait comment, et surtout avec quel argent. Donc il y a des choses à faire aussi. Là aussi, la fédération essaie de travailler à ça, mais c'est pour répondre à ta question de la victoire, c'est pourquoi il vient a priori de là. Donc ça ne va pas se faire en 2 secondes et en coup de baguette magique, mais en tout cas c'est la réponse que je peux t'apporter. Très clair. Et si je peux ajouter quelque chose, je pense aussi aujourd'hui les plus grands messagers des nouvelles tendances, c'est les marques de luxe qui défilent au Fashion Week. Et pour l'instant, les modèles plus size sont rares. Et la norme qui défile sont des femmes qui ne rentrent pas dans la moyenne normale. Donc tant que ces messages ne seront pas portés par les grands de manière honnête, transparente, authentique, comme on le répète, les marques de prêt-à-porter qui derrière suivent aussi ces tendances, ou même les designers émergents, qui ne vont pas forcément porter le message eux aussi, et continueront en fait d'être sur les mêmes schémas que les marques de luxe. Et on le voit que ce soit sur leur com, sur les visuels qu'on voit dans les magazines, sur les défilés, etc. Complètement. Tu as vraiment raison de le rappeler. Les podiums, les campagnes, les podiums sont responsables aussi, ont cette responsabilité-là. 2022, on était à 3% des mannequins de la Fashion Week plus size. On est descendu à 0,7 en 2023. Je n'ai pas les chiffres de 2024 encore, mais voilà, en tout cas, ça ne va pas dans le sens qu'on aimerait, et tu as raison de me rappeler, c'est un indicateur, en tout cas, c'est très sondé par les marques de prêt-à-porter ensuite. Donc, on s'adresse à notre fédération, et du coup, petit clin d'œil, mais en effet, il y a les marques qu'elles représentent, il y a les maisons de mode, mais il y a un vrai sujet à creuser de ce côté-là. Alors justement, pour parler de la fédération du prêt-à-porter, tu l'as un petit peu évoqué dans la présentation, mais là, je pense que c'est vraiment le moment. Comment concrètement elle œuvre au quotidien sur ces questions-là, l'inclusivité, la diversité. Le guide notamment, si tu veux bien. Oui, voilà. Donc on fait effectivement, on fait pas mal d'actions différentes. On a notamment créé ce guide, donc le guide sur la diversité et l'inclusion dans la mode, que vous retrouverez gratuitement, je l'ai déjà dit, je le redis, parce qu'on n'a pas pu mettre le QR code, mais que vous retrouverez sur le site internet de la fédération. Il est gratuit, il est très complet, il arbore 4 piliers. On a en tout cas composé le guide sous 4 piliers différents. Le premier, c'est la chaîne de production. Ensuite, on a les ressources internes, le produit et la communication. Voilà, il est très dense, il explique beaucoup de choses. Et voilà, un des sujets pour les marques, c'est déjà de pouvoir se référer à ce guide pour être guidé, parce que tu le disais très justement dans tes premières questions, la diversité et l'inclusion dans la mode, c'est un sujet qui n'est pas surdémocratisé, loin de là. On ne sait pas toujours comment aborder les sujets, on a peur de glisser, de riper. Ce que j'aime dire à la fédération, c'est que c'est ok de se tromper. On a des biais depuis longtemps. On parle d'écriture inclusive, on parle de personnes racisées et non plus de noirs. Voilà, il y a tout ce vocabulaire-là, ces sujets-là qu'il faut se réapproprier. On a le droit d'apprendre. Donc c'est ce qu'on dit aussi dans ce guide-là. On a mis un anti-dictionnaire, on ne dit pas handicapé, on dit personne en situation de handicap. Voilà, il y a tout un des choses, encore une fois, guidées en tout cas on essaie. Donc ça c'est une des actions qu'on mène. On a aussi développé la fresque de l'équité dans la mode. On est les premiers à faire ça, mais c'est un peu à l'instar de la fresque pour le climat que vous devez tous connaître. C'est une fresque qu'on a développée avec Fatou Ndiaye, qui peut-être vous la connaissez, tu la connais, conférencière internationale sur les sujets de diversité et d'inclusion. Elle a notamment son documentaire en mode Fatou sur Canal+. Elle fait plein de choses à ce sujet-là.
Et on a créé ensemble cette fresque qu'on présente aux marques, qu'on anime au sein des marques, avec des groupes de 15, où à travers différents piliers, là aussi, on va aller déjà faire un état des lieux, donc une sensibilisation à ce que le marché de la mode aujourd'hui reflète de la diversité. Dans un deuxième temps, des actions. Quelles sont les actions, vous, au sein de votre marque, que vous pouvez mettre en application à une semaine, un mois, 3 mois, un an? Voilà, ça c'est encore un autre outil. Et puis, depuis peu, on s'est beaucoup rapproché des écoles de mode, notamment Mode Art, et on propose en tout cas d'aller faire des masterclass et aussi d'animer cette fresque auprès des équipes dirigeantes et ou des étudiants, pour avoir cet œil un peu professionnel d'institutions sur ces sujets-là. Et éclairer, on va faire des formations. Donc c'est à tous les outils qu'on a en place pour démocratiser ce sujet-là. Et on va continuer de réfléchir à d'autres idées aussi pour aller un peu plus loin et continuer d'interpeller nos marques. Génial, merci beaucoup Alexa. Voilà, pour rappel, pour se procurer le guide, on va sur le site. Il est à titre gratuit, tout le monde y a accès en quelques clics digitalement. Ce guide, c'est un document PDF, je suppose. Voilà. C'est un document de Notion. Mais voilà, ça marche comme un PDF. Super, merci beaucoup Alexa. On va attaquer l'ultime partie de cette conversation qui concerne les réseaux sociaux. Vaste question. On va essayer de synthétiser avec ce qui nous semble le plus percutant. La première question sur ce chapitre, c'est comment, selon vous, les réseaux sociaux redéfinissent-ils la manière dont les jeunes créateurs et les marques s'engagent avec leur public? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais plus parler au nom des jeunes créateurs, parce que dedans, ça en parle plus. Je pense que, en fait, ça va dépendre. Il y a deux écoles. On va avoir les personnes qui, pour se faire connaître, vont utiliser TikTok, Instagram, qui vont poster énormément. On va avoir les autres personnes qui préfèrent être plus discrètes, peut-être plus participer à des concours, un autre moyen de communication également et une autre voie. Après, je pense que c'est un peu compliqué de se démarquer en tant que jeune créateur, notamment sur les réseaux sociaux. Tout le monde le fait, pas forcément dans la mode, aujourd'hui on en voit énormément. Et surtout, là où je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent de la place, c'est également les influenceurs. Il faut un travail exceptionnel pour mettre en avant certaines marques, certains créateurs émergents. Cependant, le public va peut-être vouloir plus se référer à ce genre d'abonnement et du coup moins suivre des petits créateurs sur leur compte qui font un travail de fou, parce que quand on crée une marque, on a à la fois le community manager, on est le designer, on gère les finances, etc. C'est très compliqué. Du coup, je pense que ce serait plus au public d'essayer de se tourner et de soutenir directement les créateurs sur leurs réseaux sociaux s'ils en ont, plutôt que de passer par le biais d'influenceurs, ou même par exemple suivre des médias émergents. Aujourd'hui on a énormément sur Instagram des magasins digitaux qui promouvoient les jeunes designers, et je trouve que c'est pas encore assez mis en avant en valeur. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, deux petites questions me viennent. La première, c'est comment vous pouvez trouver votre travail sur Instagram ou les autres plateformes? Est-ce que vous voulez partager avec le public comment on peut vous suivre? Moi, du coup, sur Instagram, j'ai mis Victoire Turbelier, où je mets toutes les créations, c'est mon prénom, mon nom de famille, c'est assez clair. Et après, sur LinkedIn également, j'essaie de poster un maximum. Et moi, pour le coup, je fais partie des créateurs discrets. J'ai un peu les réseaux sociaux, pas en horreur parce que je les utilise forcément, mais pour moi, c'est entre guillemets, ce n'est pas mon métier de communiquer ce que je fais. Même si en plus c'est mes premières études, mais voilà, je pense que chacun son métier et j'ai pas envie d'être mon propre community manager. Donc pour l'instant, j'attends que ça grandisse aussi en moi et de comprendre quel va être le meilleur moyen de communiquer, quand j'aurai envie aussi de communiquer. Et à ce moment-là, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est très beau aujourd'hui d'avoir des Instagram et d'autres réseaux sociaux où tous échanger tout de suite en simultané en étant n'importe où dans le monde. Mais d'un côté, on est aussi sur une sorte de surinformation et
comme je disais, comment se démarquer. Est-ce que j'ai envie de faire comme tout le monde et de mettre mes petits posts comme tout le monde? Non, en tout cas, c'est pas mes envies aujourd'hui. Du coup, voilà, je préfère rester discret. Du bouche à oreille, c'est très bien. Les concours aussi, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais ça peut aussi payer à la fin. Donc, voilà, un petit peu moins de réseau et un petit peu plus d'humain, si je peux. Très intéressant. Et en effet, c'est un parti pris. Je pense que ça suscite le débat, parce qu'il y en a qui prennent le parti pris de rester discret et d'autres pour qui, en effet, c'est une vitrine. Et ce qui peut être assez stressant, si je puis dire, aussi pour les créateurs, parce que du coup, cette quantité d'informations et cette rapidité de tout ce qu'on va voir, ça peut être aussi, je suppose, assez stressant pour les créateurs qui doivent toujours être en permanence dans le renouvellement, dans le buzz. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti, ou pas spécialement l'impression de vous exposer pour titre personnel? Est-ce que vous ressentez cette pression? Moi, je le vois sur d'autres secteurs que la mode, mais j'ai des copains qui ont des entreprises dans divers secteurs et qui prennent aujourd'hui de plus en plus des community managers pour poster sur Instagram, etc. Alors c'est bien, c'est les entreprises, des restaurants ou autres, donc ils ont les moyens aussi de payer quelqu'un mensuellement pour ça. Mais c'est du poste, minimum une fois par semaine, c'est du travail, c'est de l'organisation. Et est-ce que ça paye à la fin? La question est toujours là, il faut aller regarder les indicateurs qui prennent ces réponses-là. Mais comme je disais tout à l'heure, la communication, c'est la dernière partie, en tout cas, pour les être éco-responsables, etc. Et je pense que là aussi, si il ne faut pas faire de la communication peut-être notre priorité, mais aussi forcément dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est ultra demandé. Mais peut-être revenir en fait au produit en lui-même et peut-être trouver des moyens de distribution un petit peu différents, etc. Et se faire connaître de cette manière. Et la communication sera faite ensuite par les autres. On parle beaucoup d'Instagram et des réseaux sociaux en général, mais il y en a un qui émerge sur la mode, c'est TikTok. Est-ce que vous avez un mot à dire sur TikTok et comment il influence finalement le marché de la mode et les consommateurs, les créateurs? Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi c'est vraiment la plateforme où c'est la surinformation totale. Enfin, beaucoup de personnes utilisent le terme culture du vide. Je suis d'accord et pas vraiment d'accord avec ça, parce que pour moi, quand on ouvre cette application, on peut à la fois tomber sur des posts qui sont très enrichissants, on va apprendre énormément de choses. Après, je pense aussi qu'il y a énormément de personnes qui ouvrent ces applications juste pour pouvoir défiler des choses et déstresser, décompresser une journée. Après, je voulais juste revenir par rapport à ce qu'on disait sur Instagram, etc. Déjà, c'est vrai que, comme le disait Margot, être community manager, c'est un métier. Et je pense que pour les designers émergents, en fait, cette quête ultime aux statistiques, ça peut être hyper stressant. Et notamment, par exemple, je le vois sur mon compte professionnel. Si je regarde Multigraphique, j'ai 70% de personnes qui consultent mes posts qui ne sont pas abonnés. Du coup, en fait, c'est une représentation constante. Je pense que c'est, au final, peut-être pas le meilleur moyen pour se faire connaître, parce que on se demande tout le temps est-ce qu'on va toucher les bonnes personnes, est-ce que je dois changer ci, ça, et je pense qu'en fait, à la longue, ça fout un peu à la place de la créativité et de l'imagination. Et c'est ça qui est dommage. Alors que de base, c'est partager un travail, partager des valeurs et des choses, on pratique souvent en soi comme des créateurs, parce que c'est un peu ça qu'on fait. Mais du coup, je pense que si on utilise trop les réseaux sociaux pour communiquer, à la fin, ça joue à la perte de l'identité en général. C'est même uniformisé d'une certaine façon. Souvent, il y a des comptes Instagram qui se ressemblent, qui répondent aux mêmes algorithmes, aux mêmes demandes, qui s'uniformisent d'une certaine façon. Je pense qu'on en a toujours remarqué. En positif, est-ce qu'il y a quand même des marques qui vous ont agréablement surprises sur les réseaux sociaux? Des comptes qui vous ont inspiré? De manière positive, moi je pense à Sylvie de Saint-Laurent, si je le prononce bien. C'est une directrice artistique qui utilise de l'intelligence artificielle générative. Et notamment au mois de décembre, elle a fait un calendrier en fait, de l'avant de création. En fait, elle mettait des posts, par exemple, sur des affiches publicitaires de Prada, Chloé, Mono, etc. Et en fait, elle postait son travail comme ça.
ça a super bien marché. Et franchement, c'est sublime. Et c'est là où en fait on se rend compte que petit à petit l'effet boule de neige prend sens et fonctionne. Mais après, l'université est très droite dans sa direction artistique et elle a proposé son calendrier, ça fonctionne. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui est hyper positif. Moi, j'ai découvert il y a une bonne année maintenant, pareil, je ne sais pas si je vais le dire bien, mais je crois que c'est Andrea Brisium. Et c'est un jeune étudiant qui vient d'école, en tout cas c'est un français, mais je ne sais pas exactement combien d'école il est. IFM. Ah ouais. Et en fait, lui, il a géré ça un peu différemment. Il n'est pas arrivé pour promouvoir le leader, pour promouvoir sa marque. Mais en fait, il nous a raconté un peu son projet, son histoire, et il a fait une vraie narration de comment il était étudiant et comment il a fini par partir en Chine pour proposer sa production de fin d'études. Et du coup, là, c'était un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. C'était, je trouve, très vrai, très sensible aussi, parce que aujourd'hui, les générations directes sont des générations de plus en plus sensibles, sensorielles. On a besoin justement de se nourrir de cette empathie. Et voilà, c'est un garçon que j'ai jamais rencontré, que je rencontrerai sûrement jamais. Mais j'ai apprécié voir son évolution, voir aussi le bon, le mauvais, voir ses parents s'investir aussi dans son projet. Et j'ai trouvé que ça, c'était. Et derrière, il y a des produits, certes, et si on a envie d'aller fouiller ensuite et d'aller chercher son produit, on peut très bien y arriver. Lui, il nous a raconté une histoire et aujourd'hui, on a tous besoin qu'on nous raconte des histoires, surtout dans la mode. Je vais ajouter une chose, je ne vais pas vous donner un coach, j'ai juste envie de. Enfin, tout ce que vous venez de dire là, et tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure me fait penser à ça. Je pense que si j'avais un tips à donner aux marques de mode, je parle des marques de mode que des jeunes créateurs, mais c'est vraiment d'engager la jeunesse. Mais sincèrement, c'est pas parce que, et je le vois, j'ai la chance d'avoir pu constituer des équipes jeunes qui me nourrissent énormément, vraiment au quotidien. Et pour faire un peu écho à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, cette diversité, elle passe aussi par là, par la diversité des générations, et que cet ensemble, dans ce groupe divers, qu'on va pouvoir être créatif, qu'on va pouvoir innover, qu'on va pouvoir répondre aux problématiques de réseaux sociaux quand certains designers, jeunes créateurs n'ont pas envie d'aider, ce que je comprends, et vos arguments sont. C'est très intéressant de vous entendre parler ainsi. Donc je pense qu'on se complète à tous les niveaux de l'entreprise, de la marque et de la mode, et je pense que ça fait un bon final, je ne sais pas si c'est encore le final, mais de dire qu'engager la jeunesse dans les écoles de mode, ils sont prêts, ils sont là, ils ont envie de voir comment le monde du travail fonctionne, comment les marques fonctionnent. Ils ont beaucoup à apporter, que ce soit dans l'aspect créatif ou social media, réseaux sociaux, communication. Et je pense que c'est vraiment le conseil que je peux donner aux marques. Il est faux, il faut qu'ils soient à côté de nous. Voilà. Merci beaucoup Alexandre. Justement, tu viens à merveille d'amorcer la conclusion. C'est absolument parfait. J'allais justement vous demander, est-ce que vous avez un message à apporter, quelque chose de personnel ou professionnel que vous avez envie de partager? Par exemple, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour peut-être encore faire évoluer les choses? Voilà, un dernier message pour clôturer cet échange. Moi, je rejoindrai Alexandre sur justement cette écoute de la jeunesse qui arrive. Elle n'a pas forcément raison partout. Par contre, elle a des choses à dire et elle a besoin d'être écoutée. On n'est plus dans un système ultra patriarcal où on me dit ça, j'écoute, je fais. Non, aujourd'hui, on a envie de discuter, on a envie de donner son avis, on a envie de s'exprimer en fait tout simplement par tous les moyens, pas que par la parole, mais il y a vraiment ce besoin d'expression et cette volonté de raconter en fait son expérience, ses envies au monde. Et aujourd'hui, et en particulier dans l'enseignement, il faut être à même de pouvoir accueillir avec ses élèves et d'avoir cette capacité d'écoute et d'empathie, j'aime bien. Pour qu'on évolue tous ensemble, main dans la main. Il y a toute une humanité entre guillemets à revoir et à améliorer. Et voilà. Merci beaucoup Margot. Et toi, un mot pour la fin? Pour rejoindre ce qui a été dit, je pense que
en soi, la mode, au-delà de tous les aspects sociétaux, économiques, etc., ça reste un jeu, ça reste de l'art. On ne sauve pas des vies. Donc 2025, être humain au milieu et continuer de s'amuser et de créer. Merci beaucoup Victoire, merci Margot, merci Alexandre. Avant de couper la boucle, est-ce que quelqu'un dans le public veut poser une question, s'exprimer, porter aussi un message? Pas forcément. Sinon, je vous remercie pour votre attention. Merci les filles. Et restons en lien. Et merci pour tout ce que vous nous avez partagé aujourd'hui. Merci.